Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Marlène Cagé. Je suis à nouveau heureuse de vous retrouver sur votre chaîne dans le cadre de cette émission, votre émission, Une femme, une histoire, une émission bimensuelle. Donc vous aurez l'occasion de regarder deux fois le mois. J'ai failli dire deux fois la semaine, mais c'est plutôt deux fois le mois. Alors, c'est une émission coproduite par le groupe Trouver mon 31 avec pour objectif de partager, d'encourager, de parler, d'inspirer toute personne qui l'écoute, et cela par le biais de l'expérience d'une femme. Donc, aujourd'hui, nous avons un titre que nous avons donné à cette émission qui est le miracle du pardon. Et ça, là, ce titre émane de la vie de quelqu'un que nous recevons aujourd'hui, une belle dame, qui se trouve avec nous, Josiane. Alors, Oui. Bonsoir. bonjour Josiane. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Merci. Par la grâce de Dieu. Tout va bien. Oui. T'es toute belle là, toute Merci rayonnante. à tous. Toujours, je la connais depuis longtemps. Ah bon, enfin, mon longtemps, on pourrait, je peux pas le comparer à ses amis, ses sœurs, là, Claudia, je vais dire Claudia, mais Claudia et Nadine, mais Josiane, c'est quelqu'un qui est toujours coquette, toujours bien Oh, mise. merci. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, là. Et puis, et merci d'avoir voulu partager cette expérience, j'allais dire, merveilleuse. Mm. Hein, je pense hein, que ça va être aussi merveilleux et inspirant pour tous nos internautes. Oui, je pense aussi, par la Ok, grâce de Dieu. ok. Alors, moi je te connais, mais tous nos auditeurs, c'est pas le cas. Hmm? Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire, nous parler un peu de toi? Présente-toi un peu. Bien sûr. Moi, c'est Josiane Cabran. Je suis canadienne d'origine ivoirienne. Hmm. Et je suis au Canada depuis l'an 2000, mi-an 2000 environ, fin été de l'an 2000. Mhm. Donc, En 2023, donc ça fait Ça 23 va faire ans. 23 Oh là là. ans. Je te dis, hein, ça fait beaucoup d'hiver. Bien. Et voilà, donc voilà, je suis mariée depuis bientôt 15 ans. Et j'ai un petit bébé, une princesse Mhm. de 15 mois. Oh. Oui. Donc mon père est aussi, il est ici au Canada. Il vit au Canada depuis 1992 Ouh là quand là. même. Bon. Lui, c'est un Canadien C'est québécois, les... québécois. Vraiment, lui, les Québécois, il n'aime pas les Ivoiriens. C'est ça. Donc, Ok. voilà, c'est un peu ça. C'est un peu Ouais. ça, ok. Alors, bon, c'est clair que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est pas nous regarder rigoler, puis la coquetterie et tout de Josiane, mais je pense que tout le monde est tout de là à vouloir entendre, hein, Ouais. à vouloir entendre cette histoire. Et donc, dis-nous un peu, Ouais. Josiane. Bon, alors, comme je dis, j'arrive au Canada en l'an 2000 et je viens retrouver mon père. Il faut dire que j'ai vécu avec ma mère en tout cas, la plupart du temps. La plus grande partie de ma vie, avant de venir ici, j'étais avec ma mère et ma grand-mère en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, en 2000, je viens retrouver mon père pour continuer mes études, mais je viens déjà comme résidente. Donc, voilà, je vis avec mon père à Repentigny. Pour ceux qui connaissent, ça, c'est en périphérie de Montréal, environ 40 minutes en voiture. Et voilà, et de là-bas, je dois aller à l'Université de Montréal. Donc c'est long. Ça fait 2 heures environ en autobus. Voilà. Donc c'était pas évident de faire l'aller-retour et tout. Donc de toutes les façons, tu sais, mon père, c'est pas, j'étais pas très habituée à mon père parce que j'ai grandi avec ma mère, comme j'ai dit. Je l'ai connu d'ailleurs, j'avais 6 ans, 5 6 ans. Pour la première fois, je l'ai vu parce qu'il a vécu beaucoup à l'extérieur. Ok, Voilà. ok. Donc,
c'était l'occasion pour nous de bâtir une relation. C'est en tant que papa, je me suis dit, bon, on n'est pas habitué, mais on se donne une chance de rebâtir ça. Donc finalement, on reste 9 mois à peu près. Et puis je décide de partir à Montréal parce que je vais retrouver mes amis, je vais retrouver la communauté, parce qu'il faut dire qu'à à Repentigny, on était les seuls blancs dans le quartier. J'imagine. Les seuls noirs. Les seuls noirs dans le quartier. Voilà, donc là, Montréal me rapprochait un peu plus de mon Abidjan. Il y avait les Ivoiriens, en tout cas de multiples communautés. Donc voilà, je me retrouve comme ça à Montréal et tout. Pour la première fois de ma vie, je dois travailler. Parce que comme on sait là, chez nous, tant que tu es aux études, ben dans mon temps, je sais pas trop maintenant c'est comment, mais tant que tu es aux études, tu n'as pas à travailler. Donc j'arrive, je dois faire un CV et tout ça. Donc je rentre dans la vie active et puis je suis un peu seule. Un peu, enfin, j'allais dire, aussitôt là, si tôt, tu rentres dans la vie active alors que personne t'a chassé de la maison. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé? C'est vrai que ça fait 2 heures Repentigny de Montréal, mais pourquoi tu te sens si obligé de... Même si c'est vrai que tu viens de le dire, tu retrouves une ambiance et tout, mais t'es pas venu seulement... Enfin, pas seulement, t'es même pas venu pour l'ambiance, t'es venu pour aller à l'école. Oui. T'es venu pour rester avec ton père et... Oui. Mais tu sais, Marlène, quand on évolue déjà, j'avais beaucoup la nostalgie du pays. Ma mère me manquait, c'est tout mon réseau, tout mon environnement, on m'avait arraché de cet environnement-là et j'avais besoin de retrouver un semblant de proximité, d'amour avec les gens. Et mon père, c'est quand même quelqu'un de Dieu. Oui, on rigole beaucoup avec mon père, mais c'est quand même quelqu'un, il a ses principes, il veut pas y déroger. Et puis moi aussi, j'ai une tête dure aussi, je lui ressemble beaucoup, donc on imaginait un peu les clashs, ça clashait beaucoup et tout, donc je me suis dit non, j'ai pas envie de ça, parce que quand même à Abidjan, même si je vivais encore avec ma mère, mais j'étais quand même indépendante dans ma tête, je faisais ce que je faisais mes activités, donc le fait d'être déjà dans une ville où il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment, je peux plus chanter, je peux plus faire plein de choses, et que à Montréal, j'avais beaucoup plus d'ouverture. Je me suis dit, bon, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais avoir la paix. En étant loin de mon père, j'ai la paix, donc je pense que c'est mieux, on s'aime mieux à distance. C'est ce que je me disais dans le temps. Voilà. Et finalement, tu arrives à Montréal. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Montréal, c'est pas facile. Je trouve un boulot, mais il faut trouver un appartement. La vie n'est pas si facile que ça, finalement. Écoutez, faut dire que dans ce temps-là, je servais le Seigneur sans le connaître. Donc, il y a certains principes bibliques que je n'avais pas intégrés, vraiment. Donc, je me suis mise j'ai rencontré un gars que je trouvais cute, puis il était cute. Donc, je me suis mise avec lui. Et puis, juste pour des questions pratiques, parce que j'ai pris mon appartement, mais c'était difficile un peu. On s'est dit, ben écoute, on se met ensemble, comme ça on partage les frais, comme la plupart des gens font ici. On partage les frais et puis donc imagine à quoi, 22 ans 22 ans, je me retrouve, 22, 23, je me retrouve dans un foyer, pas préparée, pas instruite, sans rien, je me retrouve là, je me jette dans quelque chose. Et puis là, je me retrouve étudiante. Je travaillais à temps plein, de 10h à 18h. Je prenais mes cours à l'université de 19h à 22h. J'avais 4 cours, donc du lundi au jeudi. C'était vraiment intense. Et tout ça, en fait, parce que tu voulais un objectif bien précis, subvenir à tes besoins. Oui. Tu étais obligé de travailler tout le temps, toute la journée, et aller à l'école encore tout le soir. Ce que je peux retenir de là aussi, déjà, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu as un objectif,
un objectif, il faut se donner les moyens de pouvoir les atteindre. C'est ça. Hein? Absolument. Ok. Absolument. Même si c'est pas la fin de notre histoire, mais je viens, dans tout ce que Josiane va dire, hein, on va essayer de tirer les leçons au fur et à mesure. Absolument. Okay. Absolument. C'est ça, je me suis donné les moyens. C'était difficile, mais par la grâce de Dieu, j'étais encore jeune. Donc, j'avais encore la vigueur de la jeunesse. Le gnac, comme on dit à Abidjan. Donc, j'y allais, go. Et puis, bon, je revenais, un truc simple, ma journée simple, je me réveille à 8h30, je vais au travail. Après, je vais étudier et je reviens à 22h30 à peu près. Je dois cuisiner. Je dois cuisiner. Ensuite, il faut que j'aille dormir, que je mange, que j'aille dormir pour recommencer le lendemain. Donc, c'était vraiment intense. Ça n'a pas été évident aussi. Ouais. Okay. Surtout que je venais d'arriver et puis que je découvrais à peine le système. Donc, il y a tout qui arrivait en même temps. Et ça a duré pendant combien de temps? Ça a duré environ 4 ans. Pendant 4 ans. Oui. Et ton père, qu'est-ce qu'il disait de tout cela, là? Mon père, à couteau tiré, on était à couteau tiré, les gens, parce que mon père, il est très connu, en tout cas à Montréal. Donc, les gens, avant que j'arrive, il a dit que j'arrivais. Il m'a annoncé dans Montréal. Donc, les gens me cherchaient ce que je faisais pour aller lui raconter. Donc, du coup, il entendait parler de ma vie par personne interposée. Et vu que je voulais aussi mon indépendance, donc, je me tenais à l'écart. On se met à distance. On s'appelait, mais je l'appelais pas beaucoup. Ok. Je l'appelais pas beaucoup. Lui non plus, peut-être aussi. C'est ça. Ok. Il se plaignait plus que je l'appelais pas et tout. On n'avait pas réussi plutôt, pardon, à bâtir ce qu'on voulait. Ok. Donc, c'est un peu ça avec C'était un peu papa. difficile. Okay. Voilà. Et 4 ans après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, à un moment donné, je perds mon travail. Mise à pied, on va dire ça comme ça. Donc, je perds mon travail et puis on commence par les étudiants, hein. On va couper les postes des plus jeunes et tout. Donc, je perds mon travail, on me met au chômage. Mon chômage, c'est 3 mois. Et entre-temps, faut dire que pour l'école, on avait décidé aussi avec l'ami avec qui je vivais, on avait décidé de quitter Montréal parce que justement les gens avaient trop leurs yeux sur nous et tout. On voulait s'éloigner un peu et puis c'était saturé pour nous Montréal. On voulait aller quelque part de plus calme et puis on voulait bien venir à Hull. Donc dans le projet c'était de s'inscrire pour l'automne, mais malheureusement aussi était pris tard. Donc on ne pouvait que s'inscrire pour janvier. Donc voilà, je me retrouve au chômage l'été. Donc, tout l'été, je suis au chômage. Pour la première fois au Canada, je travaille pas, faut dire. Et puis, bon, je vais pas à l'école non plus. Donc, faut dire que après, mon chômage se termine. Et c'est là où tout va basculer. Voilà, tout bascule. Tout bascule parce que on a de gros problèmes avec mon ex, je vais dire ça comme ça. On a de gros problèmes. Parce qu'il veut pas travailler, il parle 4 langues, mais faut dire, hein, c'est le dernier d'une fratrie, c'est un héritier. Sa famille était quand même bien aisée, donc il était habitué de recevoir l'argent de sa famille. Et moi, je me débrouille depuis toujours. Donc, pour moi, c'est important à un certain âge de subvenir à ses besoins et tout. Donc, sur ce plan, on s'entendait pas. Et on s'est retrouvés vraiment sans le sou. Et donc, tout a commencé à mal aller. On avait même commencé, il a l'ami de son grand frère qui est ici à Ottawa, qui nous avait dit, mais venez, en attendant janvier, tout le mois toute la session d'automne, vous pouvez venir à Ottawa, commencer à prospecter pour voir un peu comment la ville, et puis vous habituer un peu. Et finalement, vous y êtes allé? Non, on est allé le voir, mais on n'est plus allé parce que mon ex, il voulait pas travailler, il voulait pas faire grand chose, donc il a changé d'avis. Donc ça a vraiment commencé à ne plus aller. Faut dire, du coup, plus de boulot, ma relation, ce n'était plus le love du tout. Love était fini, complètement, c'était compliqué.
Donc, j'avais tout ça. Mon père aussi, c'était pas trop l'amour fou. Mais faut dire aussi que vous étiez, chacun, je sais pas lui, s'il faisait les cours comme toi au départ ou qu'est-ce qu'il faisait, mais toi, tu étais venu quand même au Canada pour un objectif bien précis. Oui. Tu étais venu pour être étudiant, tu n'étais pas venu pour te retrouver à travailler, Oui. etc. Donc, quand on vient, même si on a certaines difficultés, il faut quand même aussi rester focus sur ce pourquoi on est là. N'est-ce C'est pas? vrai, c'est vrai. Ok. C'est vrai. Ça, c'est vraiment une erreur. Il y a des erreurs comme ça qu'on peut commettre quand on cherche quelque chose. On veut à tout prix le faire, mais dans le fond, les choix ne sont pas toujours les bons. Des fois, il faut prendre de bonnes décisions, en fait. Je pense que le fait pour moi, j'ai pris un raccourci. Le fait d'avoir pris un raccourci, ça m'a rattrapé dans le fond. Et je me suis retrouvée, voilà. Justement, en parlant de ce raccourci-là, quelle a été la conséquence de ce raccourci? 4 ans plus tard, Voilà. vous devez venir à Hull et finalement, vous n'êtes pas venu, c'est ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Finalement, je suis venue seule, mais après, je veux dire, tout était parti à l'eau parce qu'on avait résilié le bail. Notre bail, on vivait ensemble, donc on a résilié le bail, on devait partir de là fin octobre et venir ici à Ottawa jusqu'en janvier pour commencer les cours. Mais vu que il a changé d'avis, donc on s'est retrouvé que fin octobre, on n'aurait plus d'appartement. Donc moi, en septembre, ce septembre-là a été le mois le plus long de ma vie. Parce que j'avais plus de ressources. Monsieur, il s'est cherché. Comme il partait où il voulait et puis il venait quand il voulait. Et comme bizarrement, je ne retrouvais pas mes clés. Après, au retour d'Ottawa, je ne retrouvais plus mes clés d'appartement. Donc, figure-toi que quand il partait, j'étais bloquée dans la maison pendant des jours. Oulala. Moi, j'étais bloquée dans la maison, ma chère. C'est quoi cette histoire? Voilà. C'est la prison. Je me suis retrouvée prisonnière dans ma maison. Et là, vu que quand même c'était un endroit de haut standing, donc j'étais obligée d'attendre la maintenance. Il y avait des heures pour la maintenance pour sortir. Quand je pouvais sortir, mais pour entrer, j'avais besoin d'attendre l'heure de la maintenance pour entrer. Et petit à petit, j'ai commencé à sombrer. Tout a commencé à devenir noir. C'est comme si, sincèrement, aujourd'hui, spirituellement, quand j'y pense, c'est comme que j'avais un voile sombre qui me recouvrait complètement. Genre, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être coupée de Dieu. C'est comme je me suis retrouvée un jour, je suis allée à l'église, je priais, et puis ça ne montait pas. J'avais l'impression que ma prière ne montait pas, mais c'était une impression. C'était une impression. C'est impossible d'appeler Dieu et puis qu'il ne te réponde pas. C'est impossible. C'était une impression. Donc, sincèrement, ça allait de mal en pire. Pour te dire, Marlène, ceux qui connaissent vont comprendre de quoi je parle. J'ai mangé la sauce graine avec du couscous. Parce que c'était les seules choses qui restaient chez moi. Vrai. Oui. C'était les seules choses qui restaient chez moi. Donc, pour dire aussi que dans ce temps-là, j'avais pas une vie comme celle d'aujourd'hui. La grâce que Dieu m'a faite. Dans ce temps-là, je fumais la cigarette. Je fumais mes mégots. C'est-à-dire, j'en avais tellement plus d'argent. Que c'était les mégots, même. Oui, je refumais mes mégots de cigarettes. En tout cas, c'était vraiment terrible. Donc, et du coup, plus ça avançait, plus j'en voulais à mon père. Je dis, mais chez ma mère, j'ai jamais vécu ça. Pourtant, on était en Afrique. J'étais en Afrique, j'ai jamais manqué de rien. On n'était pas riche, mais j'ai jamais manqué de rien. Ma mère, avec son salaire de fonctionnaire, elle arrivait à nous faire manquer de rien. Donc, j'en voulais à mon père. Je dis, regarde, encore une fois, sur un coup de tête, il est allé me chercher. Je me retrouve dans un pays que je comprends pas. Mais quand tu avais tout ça a commencé à aller mal, est-ce que tu l'as appelé? À un moment, je l'ai appelé. Quand ça allait mal, faut dire, j'ai pilé sur mon orgueil, comme on dit chez nous. Parce que je me suis dit, Josiane, tu es partie être indépendante, tu veux retourner encore? C'était vraiment, j'étais obligée d'admettre que pour moi, j'avais un sentiment d'échec. Mais j'étais tellement mal prise que j'ai appelé mon père. J'ai dit, écoute,
est-ce que tu peux m'aider? Tu sais, au moins chaque 2 semaines, est-ce que tu peux m'envoyer $40? Tu sais, je dis $40 juste de quoi m'aider un peu et tout ça. Mon père qui me dit, écoute, moi je t'ai pas demandé de quitter ma maison. Tu es resté avec moi 9 mois, tu as décidé de partir. Au moins si tu étais ici, ce que je mangeais, tu allais le manger. Donc je me suis dit, mais c'est pas le temps de me faire des remontrances. Déjà, tu dois t'imaginer que c'est difficile pour moi de revenir vers toi, te demander ça, vu que je te demande jamais rien. Mais malgré tout ça, il m'a dit, ah, écoute, non. Et même après, quand je devais quitter l'appartement, je savais pas où aller, jusqu'en janvier. Je lui ai demandé, mais est-ce que je peux retourner dans ma chambre? Imaginez l'humiliation de ça. Mon père me dit, oh non, il y a des travaux chez moi, tu peux pas venir ici. Alors que, juste, on lui avait dit, mon ex lui avait dit, comme ça, dans un moment de je sais pas quoi, en tout cas d'ultra lucidité, que les sorciers voulaient passer par moi pour atteindre mon père. Donc, du coup, mon père a commencé à se méfier de moi aussi. Vous voyez que l'ennemi, comment l'ennemi peut passer par des mensonges pour éloigner des personnes qui sont pas censées être éloignées. Amen. Amen. Donc, mon père, il avait peur de me recevoir chez lui, tu sais, donc voilà. C'était la paranoïa. Et donc, c'est clair que à ce moment-là, abandonné de ton père, abandonné de tous, le petit ami, la maison, tu sais pas où aller, tu sais plus où dormir, t'as pas de quoi manger au point de manger, comme on dit, la sauce avec du couscous, enfin, une sauce qui a rien à voir avec le couscous, pour ceux qui nous écoutent, là. C'est vraiment un repas ivoirien, la sauce graine, et qu'on mange avec un repas marocain. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement? Finalement, je commence à penser à mourir. Je commence à penser à mourir. Je me retrouvais, parce que le fleuve Saint-Laurent passait jusque dans notre quartier, je me retrouvais des heures assise devant. Et puis je me disais, mais et si je me jetais? Si je me jetais dans l'eau là, c'était pas fini. Peut-être ça va finir et puis tout ça va finir en fait, quoi. Mais, il y a quelque chose qui me disait, mais toi, tu auras mal. Quand tu vas prendre de l'eau là, tu auras mal dans les poumons. Donc, vu que j'aime pas avoir mal, je pense que c'est par là où l'Esprit de Dieu me disait, laisse tomber ton histoire, lève-toi. Et je me levais. J'étais vraiment en mode, je sais même pas. J'étais plus moi-même, j'étais sortie de moi-même. Je marchais, je flânais, comme on dit, dans les rues, dans le quartier. Je passais du temps. J'étais vraiment comme une âme en peine. J'étais vraiment une âme en peine. Et je sais que dans ces moments-là, je veux parler à quelqu'un, si je peux. Oui, vas-y. Je veux m'adresser à quelqu'un. Si tu te retrouves dans cette situation, sache que c'est temporaire. C'est temporaire. Même quand tu penses que Dieu ne t'entend plus, il t'entend. Aujourd'hui, je le sais. Mais imaginez si j'étais passé à l'acte, si vraiment ça avait fonctionné, je ne l'aurais pas su. Prends courage. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, il nous a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc voilà. Ne sachant pas quoi faire, tu sais, je commençais à faire des plans dans ma tête. Et puis un jour, vraiment, où ça allait vraiment, j'étais vraiment rendue au bout. J'ai vu, il y avait un paquet une boîte de Doliprane qui était quelque part et la boîte était pleine. J'ai soulevé la boîte, j'ai avalé tous les comprimés. Et la dernière pensée que j'ai eue avant d'avaler les comprimés, c'était, je vais voir, quand je vais mourir, qu'est-ce que mon père va dire à ma mère? Quand elle va lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, quand je prends les médicaments, je commence à me sentir faible. Et mon ex est dans les parages, je lui dis, au fait, je viens de prendre les médicaments. Donc lui, dans la panique, il appelle le 911, les urgences. Et deuxièmement, il appelle mon père. Et mon père qui dit, ben, écoute, moi, j'ai pas le temps, je voyage, je m'en vais. Il partait, en ce moment, il coachait une équipe de soccer de petites filles. Donc, probablement, ils allaient en région jouer, ils n'avaient pas le temps. Donc, je me retrouve comme ça. Quelque chose qui est très important ici, c'est que quand j'ai posé cette action,
arrivée, je me suis retrouvée, on m'a envoyée justement à l'hôpital Douglas à Montréal, c'est un hôpital psychiatrique. Tout d'un coup, Marlène, le lendemain, quand je me suis réveillée, c'est comme si j'étais plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé à s'éclairer. Mes amis sont revenus, mes amis qui n'étaient jamais partis. Mes amis sont revenus, elles sont venues, mais Josiane, toi aussi, pourquoi tu nous as pas dit? Donc tout le monde réalisait enfin que tu étais là. Voilà. Du coup, j'ai commencé à avoir, tiens, tiens les sous, tiens l'argent. J'ai commencé à, tout ce qui me manquait était présent. Imaginez 2 secondes, toi qui penses à te suicider là. Ne le fais pas. Pourquoi? Parce que si ça avait marché, j'aurais pas su. Ça aurait été trop tard. Parce que dès que je l'ai fait, par la grâce de Dieu n'étant pas morte, je me suis rendu compte que j'allais mieux. Donc des fois, c'est pour ça que moi je me dis, à partir de mon expérience, je me dis que la dépression, la mélancolie, ces choses-là, c'est diabolique. C'est diabolique. Pour moi, c'est diabolique. Je ne veux pas, je sais qu'il y a des médecins, je ne veux pas, je m'agresse pas, je n'attaque pas la médecine. Eux, ils savent quoi faire. Mais personnellement, l'ayant vécu, la dépression est diabolique. Parce que dès que j'ai posé l'action, peut-être que le diable pensait que j'étais morte. J'ai commencé à me sentir en vie. Donc imagine si c'était trop tard. Ouais. Si je m'étais jetée, tu sais, le temps de tomber par terre pour mourir, j'ai dit, mince. Donc vraiment, ne passe pas à l'acte. Ne passe pas à l'acte. S'il te plaît, garde la foi. Sois fort, prends courage, attends. Le Seigneur agit. Amen. Amen. Donc, tout d'un coup, mes amis ont commencé à m'envoyer des sous. J'ai été entourée tout simplement. Mon ex a commencé à se... Là, maintenant, il partait plus. Là où il partait pendant 2-3 jours, il voulait plus maintenant sortir de la maison. Tu sais. Et mon père, quand finalement, après, je suis rentrée. Et mon oncle aussi. J'avais mon oncle que j'aime beaucoup d'ailleurs à Montréal. Quand il a appris ça, parce que mon père lui a dit aussi, je pense, il est venu me voir, lui. Il m'a dit, tu sais quoi, tu vas venir chez moi. À la fin de ton bail, tu viens chez moi et tout. Il n'y a pas de problème. Donc, du jour au lendemain, tout a commencé à aller mieux. Mon chômage dont on parlait et tout ça, bizarrement, je ne sais même plus comment. J'ai eu le numéro d'un monsieur qui avait une agence de placement dans les manufactures et tout ça. Donc, je me lève, faut dire, je me suis donné quand même le temps de me remettre et tout. Mais tout d'un coup, j'avais assez d'argent pour sortir, aller. Et puisque j'ai oublié de te dire, dès que je suis revenue de l'hôpital, j'ai retrouvé mes clés. Tu vois des choses comme ça. Mes clés étaient dans mon sac. C'est pas vrai. Les clés, j'ai failli dire les clés. Les clés qui étaient dans, qui avaient disparu, en vérité, n'étaient que dans le sac. Voilà. Quand l'ennemi veut faire des choses, il utilise vraiment tout, quoi. Toutes sortes de stratagèmes. Oui. Pour t'enfermer. Pour t'enfermer, de penser que tu es abandonné, tu es délaissé, que personne ne t'aime et tout. Voilà. Mais là, quand ça s'est produit, bah, t'as eu tous tes amis, toute ta famille. C'est vrai que le père n'est pas arrivé sur le champ, mais au moins t'avais ton oncle, t'avais tes amis et tout le monde. Oui. Et donc, la vie a repris. Exactement. Ok. La vie a repris. Donc, je suis allée rencontrer ce monsieur en question qui avait l'agence de placement. Je me suis dit, Josiane, les 2 mois qui restent là-bas, fais la manufacture, c'est pas grave. Donc, je vais rencontrer le monsieur, Marlène. À peine il me voit, on se parle 2 minutes. Il me dit, mais non, toi, tu vas pas travailler à ma manufacture. Tu vas m'assister. Je n'ai plus d'assistante. Tu seras mon assistante. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Voilà comment je me retrouve assistante de ce monsieur-là pendant 2 mois. Donc, ma vie reprend. Je commence à écouter la musique. Moi, je vais nulle part sans ma musique. Mais cette période-là, je n'écoutais plus la musique. En fait, c'est vraiment les mensonges de l'ennemi. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Bien-aimé, s'il te plaît, c'est un mensonge. Donc, je recommence à prendre goût à la vie et tout. Finalement, à la fin de mon bail, je pars chez mon oncle. Et puis, la vie se passe comme ça. Et puis, finalement, je réussis à venir à eux. Ok. Mais, soit dit en passant, tout à l'heure, Josiane nous disait justement qu'elle chante. Et puis, en coulisses, elle disait qu'il fallait qu'elle chante un petit quelque chose à un moment donné.
de l'émission. Moi, je pense que c'est la période de montrer, de chanter, de dire combien de fois Dieu est excellent, combien de fois il est merveilleux pour ce qu'il a fait pour elle. Hein, parce que elle nous a dit, hein, elle est passée par des moments tellement difficiles à la fin, elle a essayé de se donner la mort. Mais aujourd'hui, si elle est là, elle a la vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Amen. Et donc, Josiane, tu veux le dire merci avec le chant, hein, Ouais. le chant de Maria Adé. Ok, d'accord. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué. Je suis allé au bord du suicide, mais toi tu t'es révélé à moi. Tu m'as dit que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce cantique, je l'ai trouvé tellement à propos parce que elle dit dans son couplet, on lui avait dit, elle pensait même que son avenir allait être bafoué, allait être noir. Et elle, Josiane, justement, elle pensait que son avenir était noir. C'est pour cela qu'elle a voulu en finir avec la vie. Et puis, et là, le Seigneur a fait quelque chose. Il lui a permis de ne pas partir dans la mort, d'avoir quelqu'un pour la secourir. Parce que sinon, là, elle partait. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau se passe dans sa vie, je pense. Et elle nous dira qu'est-ce qui va se passer. Amen. Donc voilà, j'arrive dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et là, je suis accueillie, je vais à l'université, je suis dans une résidence universitaire sur le campus. Et là, j'ai de nouveaux amis. Tu sais, des Français, tu sais, les Marseillais, ils sont sanguins, là, ils sont chauds, ils sont aimants. Donc, je suis entourée vraiment de personnes. Les gens m'aimaient bizarrement. Partout où je passais, j'avais des gens des personnes qui me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, jusqu'à aujourd'hui, quand je vais en France, j'en vois certains encore. C'est vraiment l'amour à l'état pur. Donc, vraiment, le Seigneur me donnait un message à travers ces personnes-là. Et là, à ce moment-là, tu rencontres tes amis de tous les jours et ces amis sont encore ces amis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe à travers de ces amis? Voilà, entre autres, je rencontre Nadine. Coucou, Nadine. Je la rencontre dans mon cours de communication. Et puis elle a grandi dans l'église, sa mère est pasteur, elle chantait. Donc tout d'un coup, avec elle, j'ai commencé à me reconnecter. Tu vois, j'ai commencé à me reconnecter avec l'église, j'allais la voir chanter. Donc ça m'a reconnecté parce que moi j'ai chanté presque depuis toujours. Ça m'a reconnecté un peu, voyez. Et puis tranquillement, le Seigneur, au fond, il a toujours été là, mais pour moi, j'ai commencé à reprendre conscience de la présence de Dieu et comment je l'aimais en fait. Qu'est-ce que je voulais lui donner? C'est là où ça recommençait à brûler dans mon cœur. Et à un moment donné, j'étais au balcon de chez moi avec une autre amie, justement. Coucou Yasmine. Vas-y, Josiane, t'inquiète pas. Tu as le droit de saluer tous tes amis. Coucou à tous le reste, même si je ne cite pas, c'est parce que ces histoires de citer, ça tout ça retient. J'étais avec Yasmine et puis je disais, oh, mais il me semble que vraiment, c'était comme une prière. Je dis, il me semble que vraiment, il est temps pour moi
de retourner comme expérimenter un amour inconditionnel. Et quand j'ai dit ça, pour de vrai, la personne à qui j'ai pensé, c'était mon mari actuel. Que j'avais pas vu, lui, il était resté à Abidjan. J'avais pas vu depuis plus d'une dizaine d'années. En tout cas, plus de 5 ans, en tout cas. Parce on était en 2007. Donc, ça faisait 7 ans que je l'avais pas vu. Donc, mais c'est à lui que j'ai pensé, je sais pas pourquoi. Donc, dans la même semaine, on était en février, dans la même semaine, il m'écrit. Rien ne se fait au hasard. Il m'écrit et puis il me dit, ouais, mais où tu es? Est-ce que c'est toi? Et tout, dis-moi. Donc, je souris et je réponds. Tu vois? Je réponds, je dis, oui, c'est moi. Et donc, on reprend contact, on commence à se reparler. Et cela aboutit? Cela aboutit à un projet de mariage. Okay. C'est là où on décide de se marier en 2008. Donc pendant 1 an, on se reparle et tout. Et puis en 2008, on se dit, ben ok, on va y aller. Et là, moi, j'en parle à mon père. Parce que c'est quand même important. Et malgré le fait que vous ne soyez pas toujours en très bon terme. C'est ça. En tout cas, je lui dis, écoute, voilà, j'ai pour projet de me marier et toi, avec qui et tout, mais pourquoi tu... En fait, il n'a même pas demandé avec qui. Il a dit, pourquoi tu me le dis comme ça? Pardon. En tout cas, c'était plus maintenant un problème de principe. Il fallait que je me déplace jusqu'à Repentigny, mais dans ces temps-là, franchement, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, je travaillais, j'avais 2 boulots. Je payais parce que je devais payer mes études moi-même. Je voulais plus prendre les prêts et bourses. Je voulais pas être trop endettée. Donc, il y avait des semaines, il y avait des fois où je travaillais 72 heures semaine. Voilà. Oui. Mais donc, finalement, avec le père, avec sa difficulté sa difficulté, entre guillemets, je veux dire, les difficultés qu'il faisait avec le père, est-ce que vous êtes quand même arrivé à vous? Oui. Malgré le fait que... Enfin, est-ce qu'il a même compris que tu étais tellement occupé, que tu pouvais pas venir t'excuser, que tu pouvais pas... Enfin, malgré tout ça, là, est-ce qu'il a été d'avis avec vous que vous vous mariez? Non. Il voulait pas, en tout cas, lui s'est opposé, ça va se faire sans lui et tout. Donc, j'en parle à ma mère qui c'est retenant que mon père, il n'a pas été très présent, donc il connaît pas mes amis d'enfance. Mon mari, on se connaît depuis 1993, donc on se connaissait au lycée déjà, et tout le monde le connaissait, on l'appelait le pointeur. C'était un gros pointeur. Donc, finalement, quand j'ai annoncé à ma mère, toute ma famille le connaissait. Ah, et puis je me rappelle, mes cousins disaient, ah, c'est le grand comeback, comme le grand retour. Donc tout le monde était heureux. Voilà. Là. Parce que, et par contre, et le papa? Papa, lui, il voulait rien savoir. Parce que lui disait, ah, c'est pas comme ça, je veux marier ma fille. Elle s'en va prendre quelqu'un qui n'a pas de nom. Mais comment tu t'es sentie? Franchement, faut dire que j'étais blessée. 2, j'étais un peu révoltée, faut dire. Je me suis dit, mais toi, tu n'as rien fait dans ma vie. Mais chaque fois que je veux prendre une décision importante de ma vie, tu me mets les bâtons dans les roues. Moi, c'est comme ça que j'ai pris ça. Je me suis dit, bon, encore une fois, ça m'étonne pas trop. Et tout, je pensais qu'au moins, là, il allait, tout, mais j'ai pas été... Mais donc là, finalement, quand même, tu te maries avec ton ami d'enfance. Oui. Et puis, là, vous êtes mariés, tu me l'avais déjà dit, hein, depuis combien de temps? 2008. Depuis 2008. Bientôt 15 ans. Ouh là là, le temps a passé, là. Depuis 1993. Mais je suis toujours jeune. C'est ouais. important. Donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur permet qu'un ami, perdu depuis longtemps, de vue, tu puisses le rencontrer comme ça, après juste une prière dite. Ouais. Et c'était une prière. Tu parlais comme une prière, tu parlais à quelqu'un. C'était un désir profond dans ton cœur. Tu te sentais maintenant prête pour te marier. Voilà. Et le Seigneur a permis, justement, il a tout disposé. Aussi pour dire, moi la leçon que je retiens de ça, c'est aussi, hein, quand on doit se marier, le Seigneur, il dispose de tout. Il choisit la personne, hein, dans l'endroit où, quel que soit l'endroit où elle est, parce qu'elle est au Canada, lui était en Côte d'Ivoire, mais malgré cela,
il a permis, par concours de circonstances comme ça, de pouvoir vous retrouver et de permettre le mariage malgré le désaccord du père. Okay. Et il y a un mot important que tu as dit, temps. Ok. Dieu a trouvé que c'était le temps. C'est ça. Tu vois, donc vraiment, il a tout était disposé et quand le temps est arrivé, ça s'est passé. Donc on s'est mariés et il est venu me rejoindre. Ok. Donc mon père, il voulait toujours pas le voir et tout ça, mais par la grâce de Dieu, pendant tout ce temps-là, justement, j'ai commencé à aller à l'église de temps en temps. J'ai commencé à aller à l'église, je ressentais le besoin de me reconnecter un peu. Donc j'allais à l'église de temps en temps. Et puis quand il est arrivé, on allait plus souvent avec lui à l'église. Et c'est là où le Seigneur, c'est comme si il fallait qu'il soit là pour qu'on chemine ensemble. Il fallait pas qu'il y ait un décalage, que moi je sois avancée et puis que lui me... Vraiment en même temps. Ça s'est passé en même temps. Le Seigneur nous a pris la main. Donc j'aimerais dire quelque chose ici à quelqu'un si tu veux bien. Des fois là, tu peux... je veux dire, il est important de choisir choisir son partenaire selon les préceptes de Dieu. Mais si ça a été fait pendant que tu ne maîtrisais pas les principes de Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que le Seigneur est capable d'aller chercher cette personne-là et puis vous mettre ensemble sur le chemin. C'est jamais trop tard en fait. Ne te dis pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la grâce d'avoir eu des enseignements avant de se marier et puis qui savent où ils vont. Nous on s'est mariés parce qu'on s'aimait peut-être depuis longtemps et puis que Dieu l'a voulu, mais il avait un plan. Il a un plan pour chacun. Notre histoire ne ressemble pas aux histoires de tout le monde, mais il nous a bénis malgré ça. Mais il y a une leçon importante. Parce que quand on a commencé à se connecter au Seigneur, par le bishop Alexandre Amazou, que je salue très respectueusement, qui est venu ici par le biais de pasteur Naki, à qui je dis coucou aussi. On l'a rencontré et il nous a dit une phrase. On parlait du baptême, mais on peut pas se baptiser deux fois, on peut pas naître deux fois de nouveau. Et tout ça, la fille dans son intelligence très profonde qui veut discuter. Il dit, je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais pour vous parler de vérité. On est chrétien, oui, je suis chrétienne, ok. Chrétien, ça veut dire imitateur de Christ. Christ, là, il a été aspergé ou il a été immergé. Il a fallu juste ça pour ouvrir une porte grande comme ça, pour découvrir la vérité. On remercie le Seigneur. Tout d'un coup, on a eu ce feu-là. Oh, il faut qu'on aille voir. Et on va relire. Il nous a donné le passage justement du veau d'or là que le peuple d'Israël avait fabriqué et tout ça. Et tout d'un coup, un passage qu'on nous avait enseigné tant de fois, on avait fait la catéchèse, on nous avait enseigné plein de fois. Pour la première fois, nos yeux étaient ouverts. Nos yeux étaient ouverts, Marlène, et je prie que aujourd'hui les yeux de quelqu'un s'ouvrent au nom de Jésus. Nos yeux étaient ouverts et nos cœurs, on a ramassé, on s'est promené dans la maison, tout ce qui était représentation, on a abusé, même les sangs bons dans les voitures. On a pris, on a jeté. Ça représente quelque chose. Non, on a jeté. En fait, c'est pour dire que on était maintenant à fond, on avait soif. On avait soif, on voulait en apprendre plus. Et à partir de là, on a eu un cheminement. On a commencé à être suivis à notre église. Et puis, par des pasteurs, les fondements de la vie chrétienne. Et puis, vous avez reçu, parce que tu me disais aussi que il y avait eu un autre passage avec le bishop Amazou qui parlait des pères.
Oui. Dans le cadre, oui. Oui, ça c'est après, quand on a commencé à étudier les fondements de la vie chrétienne et puis que nos fondements étaient bien assis, pendant ce temps-là, on écoutait un enseignement que le bishop justement avait l'iniquité des pères, je pense, si je me trompe pas, et ça parlait des tribus et de la bénédiction des pères ou l'iniquité des pères qui était reproduite sur les enfants. Et le côté bénédiction des pères est venu me chercher. Je dis, bénédiction des pères. Je dis, mais Seigneur, il y a des pères, il y a père et puis il y a père. Seigneur, il y a père et puis il y a père. Il y a père. Ben, parce que elle, avec tout le trouble que tu avais dans ton cœur, toutes les blessures que tu avais. J'ai dit, il y a papa et puis il y a papa, la vérité là, tu vois. Et puis le Seigneur me regardait et dit, toi, attends, tu n'as pas encore tout compris. Et bizarrement, dans la même période, il y a eu une prédication qu'un de nos pasteurs a fait, Pasteur Reg, je t'embrasse. Il a dit, pendant la prédication, il a dit, la parole de Dieu est claire. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère si ils sont vraiment cool ou bien si ils sont de bons parents. Là, ça me frappe comme un tsunami. Je suis comme, oups! Donc, ça vient tout chambouler. Je dis, ah Seigneur, toi aussi. Dans cette formation, hein, puisque depuis d'être dans le cheminement, dans le fondement, et dans la même période, là, vous recevez beaucoup pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, soyons patients. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Oui, il peut accomplir des miracles. Et il en fait tout le temps. Mais, pour les choses plus profondes, le Seigneur nous emmène à travers des processus. Et puis, acceptons d'être obéissant dans le processus. Donc, et donc finalement, vous avez eu cet enseignement aussi des pères et tout. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça crée après dans votre vie? Est-ce que, enfin, vous êtes mariés, parce qu'on parlait du mariage tout à l'heure, et on est arrivé aussi au niveau de la vie chrétienne, où vous avez reçu, ton mari et toi, toute cette formation, j'allais dire, biblique, pour pouvoir être beaucoup plus assis, pouvoir connaître encore plus la parole de Dieu et pouvoir avoir une vie épanouie. Est-ce que cette vie-là, elle était épanouie comme vous souhaitiez? Non, pas totalement, j'avoue. Ok, pas totalement parce que il était temps qu'on fasse des enfants. On voulait agrandir la famille. Et c'est la deuxième question qu'on te posait. Tu es marié? Tu as combien d'enfants? Donc, on voulait agrandir la famille. Et faut dire aussi que quand mon mari est arrivé, quand on s'est marié seulement au civil. Donc, quand on est arrivé, on a fait le mariage sur le roc. On a fait avec les pasteurs Kazadi, on a fait le mariage sur le roc et il y avait eu un renouvellement de vœux. Ok, donc mariage sur le roc, c'est quoi? C'est une formation pour le mariage? Oui. Ok, donc c'est tout ça, c'est dans la même veine, hein? Oui. Ils sont arrivés au Seigneur, ils se sont mariés, ils ont été fondements sur la vie chrétienne, formation sur les fondements de la vie chrétienne, formation sur le mariage, en tout cas, formation, relation même avec les pères et tout. Voilà. Et vraiment, tout le cocktail. Quand le Seigneur te dit qu'il peut racheter le temps, là, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en un rien de temps, le Seigneur, il a tout mis en place. Ça se suivait comme ça. On était très occupés et on s'en rendait pas compte parce que on en voulait. Et il y a plein de concepts du mariage que on s'est rendu compte que, oh, ok, d'accord. Donc, on a emmagasiné tout ça pour aller. Dieu nous donnait des provisions. Okay. Il nous donnait de quoi gérer, nous donnait de quoi avancer. Donc on arrive là et puis vous voulez maintenant dire, c'est ça. On va voir les médecins parce qu'on essaie naturellement, ça se passe pas. 1 an, 2 ans, on va voir les médecins. Les médecins, on check Serge Olivier, il est correct. Moi, on me dit, mais vous avez une trompe obstruée, mais c'est rien du tout. L'autre trompe est parfaitement en état. Donc là, on vous donne juste des boosts pour les hormones. Là, vous allez voir le mois prochain, là, vous serez Et tout ça dure combien de temps? Ouais. Ça dure 13 ans. Ouh là là. Ça dure 13 ans. 13 ans après, qu'est-ce qui se passe? 13 ans après, mais il faut dire que dans mon processus, je suis allée voir mon père. Ok. C'est quand j'ai reçu la prédication comme quoi on n'attend pas que ton père soit parfait pour l'honorer.
je me suis dit, il faut que j'aille demander pardon. Il faut que mon père me relâche. J'ai commencé à le sentir. Il faut qu'il me pardonne. Il faut que on fasse table rase. Donc, je suis allée un week-end. J'ai passé le week-end. Il a parlé. On a réglé. Il m'a dit, OK, c'est fini. OK? Je pensais que c'était fini, mais ça l'était pas. Lui aussi, il pensait que c'était fini, mais ça l'était pas. Donc, finalement, après 12 ans, mais pendant tout ce temps-là, on continuait. Moi, je continuais mon ministère. J'étais en attente. Et quand c'est comme ça, tu sais, ah, mais la sœur, elle fait le ministère, elle chante, elle se donne à fond. Et Seigneur, mais pourquoi depuis là, qu'est-ce qui se passe? Cette attente-là, si tu attends, tu es avec le Seigneur, tu es au bon endroit pour attendre. Parce qu'il nous apprend la persévérance, il nous apprend l'espérance. Donc, occupe-toi à le servir. Occupe-toi à le servir. Ne mets pas tout ton focus sur ce que tu attends. Parce qu'il se pourrait fort bien que tu sois dans un processus. Et même si moi, je ne voyais pas ce qui se passait, le Seigneur était dans un processus. Il était en train de travailler le cœur de mon père. Il était en train de mettre plein de choses en place. Il travaillait ton cœur aussi. Hein? Oui, le mien aussi, évidemment. Il me nourrissait, il travaillait. Celui de mon mari aussi. C'est mon mari, il est orphelin de père et de mère. Donc pour lui, ma mère, c'est sa mère. Il est deux scènes. Et il voulait aussi que mon père soit le sien. Mais il y avait un manque. Il y avait quand même aussi des choses qui se passaient. Et Dieu, dans sa bienveillance, il prenait le temps de faire les choses. On l'a su plus tard. Donc, 13 ans plus tard, au mois de mars, c'est-à-dire le mois de la conception, je revenais d'Abidjan. J'étais allée au mariage de mon frère. Des fois, semer dans quelque chose déclenche quelque chose. Et quand Dieu met des choses, quand tu es dans un processus avec le Seigneur, c'est important d'être obéissant. C'est parce que si tu n'es pas obéissant, oui, le Seigneur achète le temps, mais on peut retarder quelque chose. Le mois, c'était en février, dans la pandémie, février 2021, le mariage de mon frère qui arrive comme ça à Abidjan, j'ai pas les moyens, j'ai dit, ah Seigneur, mais du coup, j'ai fortement dans mon cœur, il faut que tu ailles à Abidjan. Donc je dis, ok, je m'en vais à Abidjan, mon mari discute même pas, il dit, ok, je t'achète ton billet. Tout se passait tellement facilement et j'arrive à Abidjan, il y a plein de problèmes qui sont là, des imprévus, et il se trouve que j'ai la grâce de pouvoir être celle par qui le Seigneur passe pour bénir mon frère et sa femme. Déclenchement. J'ai semé dans leur mariage. Et je le comprends plus tard. Hein. Donc c'est pour vous dire que soyez seulement obéissants. À un moment, vous allez comprendre. Mais vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite. Donc c'est pour ça que l'obéissance, c'est bien. Donc, mon frère, il se marie en février. Et moi, je reviens. Mon prochain cycle mensuel, c'était la conception du bébé. Et je ne savais pas. En mars, c'est la pandémie, on revient, je suis toute énervée, on est en télétravail. Tu sais, télétravail, tu es habillé loose, hein? Tu es habillé loose. En haut, c'est joli, mais on va y aller. Tout est fait par ici. Donc, on ne fait pas vraiment attention. Tu te lèves le matin. Donc, j'ai aucun symptôme. Non plus. Marlène. J'ai aucun symptôme, mais seulement le Seigneur me dit, reste. J'entends, reste. Je dis, mais rester où? C'est déjà la pandémie, on est déjà resté à la maison. Rester comment? Et il y a un chant de Atom qui disait, cache-toi. Ce chant-là, je l'écoutais en boucle et je ne sais pas pourquoi. C'est pas quelqu'un que j'écoute d'habitude. Mais j'aimais, et j'ai une amie même qui m'a dit, mais pourquoi tu aimes ce chant? Je dis, je ne sais pas. J'aime le chant cache-toi. Et j'écoutais. Mais le Seigneur était en train, et pendant ce temps-là, il continuait. Le Seigneur, il ne fait jamais une chose en même temps. Hein. Il est omnipotent. Donc, il fait plein de choses en même temps. Pendant ce temps, mon mari, au printemps, il est comme après 10 ans. D'abord, après 10 ans, en 2010, c'est la première fois que mon père accepte de parler à mon mari. 10 ans plus tard. Il dit, passe-le-moi au téléphone. C'était son anniversaire, je l'avais appelé. Il dit, passe-le-moi. La première fois, il parle à mon mari. Donc, il savait déjà commencer à se décanter. Et en 2013, mon mari est comme,
non, il faut que je parle à ton père. Tu sais? Et j'étais calme. Parce que là, je comprenais le reste. J'avais l'impression, et je me rappelle, je dis à maman aimée dit, mais toi, tu es revenu d'Abidjan, tu m'as dit à personne, trouvez mon 31, là, on a besoin de toi. Je dis, non, le Seigneur me dit de rester. Il est en train de faire des choses dans ma famille, je sais pas quoi. Mais il me dit de rester, donc, laissez-moi le mois de mars, je reviens en avril. C'était le temps de la conception. Il fallait que je reste. Donc, en avril, mai, mon mari est comme moi, il faut que je parle, il faut qu'on refasse tout à zéro. Il faut que je parle à ton père. D'ailleurs, je vais appeler, donc il a appelé sa sœur pour parler aux oncles qui étaient venus payer pour donner ma dot, pour reprendre tout le processus à mon père. Et donc, il réussit à parler au père. À peine. Il ne parle pas à mon père. Mon père, dès que mon cousin parle à mon père pour dire, bon voilà le mari de Josiane, il dit non, 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 non. Il dit non, j'ai pas besoin de ça, c'est correct. Il dit je suis correct avec ça. Tu sais, il dit j'ai laissé tomber. Et il m'a appelé, là il m'appelle. Il me dit non, apparemment ton mari veut. Il dit non, non, non. Il n'a pas besoin. Dis-lui que au mois à Pâques, d'ici la Pâques, je vais lui parler. Je vais lui parler, il dit, tu comprends, donc les choses s'accélèrent. Donc réconciliation sur réconciliation. Du coup, moi je fais un test parce que j'ai un retard. Début avril, j'ai un retard. J'étais quand même réglée depuis un certain temps. J'ai eu des temps d'aménorrhée avant, comme j'avais pas mes menstrues dans le passé. Mais là, un an avant la conception, j'étais réglée comme une horloge. Et finalement, tu fais le test. Quand tu fais le test, pour que l'on sache que le résultat est positif, à quel moment ça dure combien de temps après? Parce que je pense pas que... Parce que quand tu comptes à février ou mars, avril, mai, on savait pas encore que le bébé était là. Non, je fais un test en avril, la 3e semaine d'avril, donc j'étais enceinte à peu près de 5 semaines. C'est négatif. Le test est négatif. C'est pas vrai. Alors que le bébé était là. Oui. Le miracle. Était là, tranquillement. Elle et puis son créateur, ils avaient fomenté leur pouls. Elle était tranquillement assise. C'était négatif. Donc, je n'ai plus pensé à ça. Tu vois, et j'avais aucun symptôme non plus, à part l'aménorrhée. Mais mon sucre s'était arrêté. Je me suis dit, bon, j'ai déjà eu ça avant. Donc, c'est pas grave. Rien de... Voilà. Et j'ai pas changé, mon visage n'a pas changé. J'avais rien. Jusqu'au mois d'août. Donc, ça dure comme 5 mois. Oui. Et dans ce processus, à Pâques, mon père m'appelle. Il me dit, il me cherchait. Je dis, mais tu me cherches pourquoi comme ça? Il dit, je n'ai pas le droit. Il dit, Josiane, je n'ai pas le droit. C'est pas moi. C'est pas de mon fait. Dieu est juste passé par moi pour que tu viennes au monde. Tu appartiens à Dieu. Je n'ai pas le droit de t'empêcher. Ton père te pardonnait donc. Voilà. Il te pardonnait. Il relâchait. Donc le Seigneur lui avait fait comprendre que, parce que justement, je sais que, et il se prenait beaucoup la tête avec ma mère, parce que ma mère, elle est très avancée spirituellement, et puis elle lui disait, il faut que tu relâches ça, parce que ta fille a besoin de ta bénédiction, tu sais. C'est ça. Donc, quand je comprends aussi, c'est ici ce qu'on doit retenir, c'est les grâces que nous avons, nous, enfants, sont importantes, émanant des bénédictions de nos parents. Oui, absolument. Et là, c'est vraiment parce que le père avait justement commencé à avoir le cœur à relâcher, encouragé par la mère et inspiré par le Seigneur. Voilà. Et c'est ça qui a permis le déclenchement de beaucoup de choses dans les grâces que vous avez reçues aujourd'hui. C'est ça. Absolument, absolument. Et je rends grâce à Dieu qui a touché vraiment le cœur de mon père. Parce que ça, monsieur-là, il est dur. Il est comme son père avant. Quand il a des principes, il n'y a rien que tu puisses faire. Il est... Et le fait qu'il ait fait ça dans ton cœur, sa pensée les plaît aussi. J'ai souri. Parce que je dis merci Seigneur. Moi, c'était ça. Je dis Seigneur, c'est vrai que tu es en train de faire des choses. Je ne savais même pas encore en fait c'était quoi la plus grosse chose. Il me montrait les petites choses qu'il était en train de faire.
pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner. Le Seigneur me donnait les éléments qui ont constitué en fait tout ça. Et finalement, j'ai dit oui, papa. Je l'avais jamais entendu vraiment pleurer. Et mon père, il était en pleurs au téléphone. Il se repentait dans le fond. En tout cas, bref, et on avance comme ça, tranquillement, on s'appelle de temps en temps, ça va mieux, jusqu'en août. Où on apprend que finalement... Je suis couchée un jour, et puis il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Marlène. Je suis comme, bon, je vous aime là, la plus malade. Je t'assure, oui. Tu sais, mon ventre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis comme Josiane. Peut-être que tu fais une grossesse, on appelle ça comment? Extra-utérine. Non. Non. Dans Dans la tête. Quand tu... Placebo. Quelque chose de placebo, en fait. Il y a un terme exact. Voilà, il y a un terme exact. Tu as une grossesse, quelque chose là, dans la tête. Tu penses que tu es enceinte. Tu as même tous les symptômes, mais tu n'es pas enceinte. Je dis, Josiane, ça là, peut-être c'est ça. Je dis, mais en même temps, je dis, Josiane, tu peux en parler à quelqu'un, tu seras trop déçue. Mais à un moment, je suis comme, je vais voir mon mari. Je dis, bon, ne me traite pas de folle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. C'est pas vrai. Et lui étant infirmier et ayant un tempérament super posé, il dit, mais fais un test. Je dis non. Dans ma tête, je dis, j'ai déjà fait un test. Dans le temps, c'était négatif. Donc, je fais pas de test. Mais finalement, il est allé acheter, il a acheté, je sais pas, 3, 4, 5, je sais même plus combien de tests il a acheté. Et le lendemain, le 14, c'était, en tout cas, mi-février, je passe... Mi-août. Mi-août, pardon. Je passe le test. Il est positif. Oh là 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 là. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ouais, c'est ça. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh. Mais est-ce que vous avez vraiment entendu combien de fois notre Dieu est extraordinaire? Amen. Et à l'entame de cette émission, je disais justement que le titre c'était le miracle du pardon. Et tout le long de l'histoire, c'est vrai qu'on a senti différents enseignements, mais c'était important de savoir d'où venait Josiane jusqu'à aujourd'hui. Et ne même pas savoir qu'elle était enceinte. Le savoir 5 mois, 6 mois plus tard. Oui. Ça a été la grâce, le miracle de sa vie. Et c'était la bénédiction suite, justement, à ce qu'il est en train de faire, Dieu, ce qu'il est en train de faire dans la vie de cette famille élargie et dans la vie de cette famille nucléaire. Parce que il a permis que le père, qui justement avait beaucoup dans le cœur, beaucoup de ressentiment pour sa fille, la fille qui était blessée, il a permis que les réconciliations se fassent pour que les bénédictions et les grâces s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'on retient de cela? On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on retient justement par rapport au père et à la mère, aux grâces et aux bénédictions qui émanent du père et de la mère? Déjà, pour tout enfant, c'est super, il est important de chercher à recevoir les bénédictions des parents. C'est important d'honorer nos parents afin de recevoir les bénédictions des parents. On ne peut pas se rendre indépendant de ça. C'est impossible. C'est un principe de Dieu. C'est une clé. Et puis Dieu ne déroge pas à ses principes. On le sait très bien. Il ne déroge pas. Donc c'est important. Et pour les parents aussi, j'aimerais dire, et ça c'est important, que il faut penser à ça. Vos enfants ont besoin de vos bénédictions. Donc, même quand vous n'êtes pas content, il faut faire le processus pour pouvoir les libérer. Pas juste de la langue, pas juste de la bouche, mais du cœur. Tu sais, parce que mon père avait dit qu'il avait tout laissé tomber, mais le cœur était encore pris. C'est ça. Il a fallu des années plus tard pour que, par la grâce du Saint-Esprit, il relâche vraiment au niveau du cœur. Et c'est là où tout s'est produit. Donc, voilà un peu.
En tout cas, grâce à Dieu. oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je suis tellement heureuse d'avoir partagé ce temps avec toi, Josiane. Je pense que vous aussi, au travers de ce témoignage puissant, euh, avoir un miracle aussi grand après 13 ans, après 13 ans de mariage, au moment où peut-être dans son cœur, il y avait sûrement beaucoup quand même de la peine, quelquefois, parce qu'ils voulaient élargir leur famille, mais la confiance a été demeurée en l'Éternel. Et puis elle continuait de servir son Dieu, son mari tout autant, et le Seigneur a tout décanté. Il a permis que les familles puissent se réunir, que le père et la fille puissent se réunir afin que justement le bébé qui arrive, ce bébé miracle, hein, arrive dans les grâces. Vraiment que ce témoignage puissant puisse apporter de la vie à vous qui nous écoutez, puisse inspirer, puisse aider hein, chacun ou chacune de vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en sachant que Dieu vous aime. Bientôt, à bientôt. Et on se reparle pour un autre témoignage. Au revoir.